Voilà, nous voici pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer comment est-ce qu'on configure Active Directory. Alors pour ce qui est des informations, il y a ce lien que je vous mettrai à la description. Ici, on essaye de vous expliquer, ça c'est officiel, c'est Microsoft. Alors Microsoft essaye de vous expliquer un peu c'est quoi Active Directory. Il y a ici la section et différents éléments que vous pouvez explorer pour avoir un certain nombre d'éléments sur l'utilisation et la compréhension d'Active Directory. Alors nous avons notre serveur qui est déjà installé. Voilà la console, le gestionnaire des serveurs. Alors, la première chose, lorsque vous voulez configurer Active Directory, vous devez vous rassurer que votre ordinateur a une adresse IP. Alors, pour voir comment est-ce que on attribue l'adresse IP, vous pouvez voir la vidéo précédente. Mais néanmoins, vous venez dans le panneau de configuration. Vous venez ici dans le panneau de configuration. Vous venez voir réseau et internet. Vous venez sur centre réseau et partage et vous venez sur votre carte réseau. Alors vous pouvez voir ici les détails. Voilà l'adresse IP qu'on a donnée à notre carte réseau. C'est le 2.5 et il a un DNS. Parce que si vous regardez, nous avons internet dans notre carte réseau. Alors ça c'est un peu pour l'adresse IP. Ça veut dire que notre adresse IP c'est le 2.5. Si vous regardez le masque des sous-réseaux, c'est un /20. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons changé le nom du serveur local. C'est aussi un élément important pour que votre serveur ait un nom correct sur le réseau. Alors, pour que vous puissiez configurer Active Directory, vous avez ça directement ici dans la console. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est un rôle. Vous pouvez cliquer ici sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Ou tout simplement, vous pouvez venir ici sur Gérer. Et vous avez ici Ajouter des rôles et fonctionnalités. Alors c'est pareil, c'est juste un raccourci. Alors nous allons cliquer ici. Dans l'interface que vous avez, vous allez lire, il y a beaucoup d'éléments qu'on vous donne. On va faire tout simplement en suivant. Ici, on vous demande installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Exactement, c'est ce que nous voulons faire. Nous cliquons sur suivant. Alors ici, on va vous montrer votre serveur. Voilà, il y a ici le nom du serveur, son adresse IP et la version du serveur. C'est un Windows Server 2016, la version standard. C'est OK. Alors je clique sur suivant. Alors ici maintenant, vous devrez spécifier le service que vous avez besoin. Alors, généralement quand vous installez Active Directory, il vous installe aussi le service DNS. Et souvent c'est bon lorsque vous installez Active Directory pour que dans votre réseau que vous ayez une certaine performance. C'est aussi mieux d'avoir le DHCP. Comme ça, le serveur qui fera Active Directory, une fois qu'un utilisateur se connecte à ce serveur, automatiquement on va lui attribuer une adresse IP. Mais nous allons d'abord activer seulement les services Active Directory. Alors vous allez chercher ici, voilà, vous avez ici service ADDS. Vous allez lire ici dans la description. Domaine Active Directory. Et vous pouvez lire tout ce qui vient là. Alors, il faut cocher la case. Nous allons cocher. Et ici, vous allez tout simplement accepter, ajouter des fonctionnalités. Alors, si vous avez une autre fonctionnalité que vous voulez ajouter, généralement, vous cochez directement cette fonctionnalité-là.
Alors, Microsoft vous conseille que lorsque vous configurez votre Active Directory, quand vous venez ici sur serveur DNS, on vous dit ici que le serveur DNS, tout ça, les serveurs DNS c'est plus facile à gérer. Ici, vous sélectionnez le rôle service des domaines Active Directory. Vous pouvez installer et configurer les serveurs DNS et les services des domaines Active Directory pour les faire fonctionner conjointement. Au fait, on vous dit que le service DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que le service de domaine Active Directory. Alors, c'est comme ça que c'est préférable en installant Active Directory. Vous installez aussi le service DNS. Pourquoi? Vous allez constater que lorsque vous configurez, j'ai fait agrandir, disais les services DNS, lorsque vous allez configurer Active Directory, il vous sera demandé de configurer un nom de domaine, donc d'ajouter un nom de domaine. Et c'est comme ça que Microsoft te conseille d'ajouter aussi le service DNS. Le service DHCP, il est facultatif parce que vous pouvez gérer un adressage manuel, mais il est important. On pourra peut-être voir ça dans une vidéo prochaine. Alors, nous allons cliquer sur suivant. Ici, il n'y a rien à choisir. Vous allez tout simplement laisser tout ce qui est là par défaut parce que vous avez déjà coché les nécessaires. Vous cliquez sur suivant. Et ici, vous pouvez lire tout ce qu'on vous dit là. On parle d'Active Directory, tout simplement. Vous allez cliquer sur suivant. Et là, éléments notés, vous pouvez tout simplement lire. C'est la section serveur DNS. Et nous cliquons sur suivant. Et ici, on vous donne les détails de ce que vous allez installer. Ici, on vous dit, vous pouvez cocher ici, redémarrer automatiquement si nécessaire. Ici, on vous dit si un redémarrage est nécessaire, ce serveur redémarre automatiquement sans notification supplémentaire. Il n'y a pas de problème parce que nous ne sommes pas contraints par le redémarrage de la machine ou du serveur. Nous allons cliquer sur installer pour que le service commence l'installation. Et à ce moment-là, l'installation de deux services, de Active Directory et du service DNS sera en cours. Alors, vous ne pouvez pas non plus anticiper le temps que l'installation prendra. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça dépend de la performance de votre ordinateur. Plus votre ordinateur est performant, plus l'installation sera assez rapide et moins votre ordinateur est performant et l'installation sera aussi lente. Alors si vous voulez, vous pouvez cliquer sur fermer en attendant que l'installation termine. Mais nous allons juste patienter que ça finisse. Et une fois que ça va finir, nous allons valider pour continuer le processus. Mais notez bien que ici, il vous est noté quelque chose. Ici, il vous a affiché que installation démarrée sur serveur 1. Serveur 1, c'est le nom que nous avons donné à notre serveur sur le réseau. Cela signifie que lorsque ce serveur sera identifié sur le réseau, il aura comme nom serveur 1, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de lui donner le nom de serveur 1, mais vous pouvez donner un nom comme bon vous semble. Alors si vous remarquez là derrière, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, je peux cliquer sur fermer. Pourquoi? Parce que l'installation est terminée. On dit afficher la progression de l'installation. Je clique sur OK. Et là, vous allez voir que ADDS s'est ajouté et DNS s'est ajouté. Mais tirez bien votre attention. Vous allez voir ici, il y a une petite, un triangle jaune ici, un warning. Vous allez cliquer là.
Et qu'est-ce que vous voyez? On dit promouvoir ces serveurs en contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, généralement on l'appelle Active Directory Domain Controller. Donc c'est un contrôleur de domaine sur lequel vous allez utiliser les Active Directory. Alors vous allez cliquer là, et promouvoir. Et qu'est-ce qu'on me dit? Configuration de déploiement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ajouter un domaine, un contrôleur de domaine à un domaine existant. Pour ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons encore aucun domaine. Ça veut dire que cette option ne sera pas la bonne. On vous dit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Normalement, ça aussi, on n'a pas une forêt existante. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une nouvelle forêt. Alors le concept de forêt, il est un peu trop vaste. Vous pouvez faire une recherche. Généralement, une forêt peut regrouper plusieurs contrôleurs de domaine et ça peut se ramifier et prendre une architecture assez complexe. Ici, on vous demande de mettre votre nom de domaine racine. C'est le nom de domaine principal. Pourquoi? Parce que ça constituera votre forêt principale ou votre forest, comme on dit en anglais. Alors, moi j'ai choisi les domaines learning tech .cd. Voilà les domaines que moi j'ai choisi. Learning tech.cd. On suppose que c'est un domaine pour l'enseignement ou pour des cours en ligne, quelque chose de ce genre de formation. Alors, nous cliquons sur suivant et nous attendons que le process se passe. Il faut être un peu patient, un peu de patience. Vous devez savoir une chose, que lorsque vous configurez un domaine ou un contrôleur de domaine, à un moment il vous sera spécifié, il vous sera demandé de spécifier le mot de passe du contrôleur de domaine. Alors, à ce niveau ici, on vous dit de sélectionner les niveaux de fonctionnalité de la nouvelle forêt. Ça veut dire, ce contrôleur de domaine sera compatible avec quelle version de Windows Server. Si vous le laissez compatible avec 2016, c'est un problème. Il peut arriver que dans votre parc informatique, vous avez un serveur Windows Server 2012. Vous n'avez pas encore complètement migré et à ce moment-là, vous aurez besoin d'utiliser ces serveurs. C'est ainsi que nous, pour que nous ayons une bonne compatibilité, à la limite, nous pouvons venir à 2012. Pourquoi? Parce que 2008 est normalement abandonné. Mais on ne sait jamais. Il peut arriver qu'il y a un vieux serveur pour lequel vous n'avez pas encore migré les données, qui se trouve quelque part et qui est en 2008 par exemple. Alors, nous on va prendre la forêt la plus basse ici. Ici. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quels sont les serveurs de notre réseau. Mais si vous savez que vous avez des serveurs de versions récentes, vous pouvez juste laisser à 2016 ou vous pouvez juste venir à 2012 ou 2012 R2. Ça dépend maintenant de l'administrateur. Et ça, il faut le faire pour la forêt et pour les domaines. Parce que généralement, la version du serveur conditionne la version du domaine et la version de la forêt. Alors ici, on vous dit que ça sera un serveur DNS. Yes, on va accepter. Ça aussi on laisse. Contrôleur de domaine en lecture seul, non. Et vous voyez, c'est même désactivé. Alors ici, on vous dit de taper le mot de passe pour la restauration du domaine. Ce mot de passe n'est pas le mot de passe de l'administrateur du serveur, mais par contre le mot de passe de l'administrateur du contrôleur de domaine. Alors c'est important lorsque vous voulez faire des manipulations sur le domaine.
Alors ici, nous allons mettre par exemple password. Je suis sur un clavier QWERTY. Password 1. Et je vais les retaper ici. Password 1. Par exemple, si vous voulez rétrograder votre serveur, vous aurez besoin vous voulez rétrograder votre contrôleur de domaine, vous aurez besoin de ce mot de passe du domaine. Alors, je vais cliquer sur suivant. Ici, on va vous donner un message. Impossible de créer une délégation pour ce serveur. C'est pas un problème. Vous pouvez tout simplement accepter ça. Et nous cliquons sur suivant. Et là, c'est en train de charger. Ici, vous allez voir que vous aurez un nom NetBIOS. Le nom NetBIOS est en quelque sorte un alias de votre nom de domaine. Généralement, il vous amène la première partie de votre domaine. Nous, on avait écrit Learning Tech. Alors, vous avez Learning Tech. Je vais cliquer sur suivant. Et le processus va continuer. Alors là, cette étape est très fondamentale. Pourquoi? Normalement, il est conseillé de mettre vos fichiers de base de données dans des disques séparés. Et généralement, à ce niveau-là, vous devrez normalement avoir plusieurs disques dans votre serveur. De telle sorte que si votre partition principale a eu un problème, vous n'avez pas de problème, vous n'aurez pas de difficulté à restaurer votre base de données Active Directory parce que c'est en quelque sorte une base de données. Alors vous avez la base de données ici, les dossiers de base de données, c'est sur le disque C. Vous pouvez les déplacer et chercher un autre lecteur. Bon, peut-être qu'on pourrait le faire. Bon, mais c'est pas très utile ici. Pourquoi? Parce que c'est plus utile lorsque vous êtes dans un serveur en production. Ici, c'est juste pour l'explication. Vous pouvez juste retenir ça. Alors, vous avez les dossiers, les fichiers journaux, les logs au fait, et vous avez ici les dossiers sysvor. Moi, je vais tout simplement cliquer sur suivant. Et ici, vous avez la synthèse des paramétrages que vous avez appliqués. Vous voyez, vous avez les serveurs DNS qui est activé et ainsi de suite. Et là, vous cliquez sur suivant pour valider les paramètres. Et là, c'est en train de valider les paramètres que vous avez choisis. Et là, vous semblez que c'est une erreur, mais regardez ici. On vous dit que toutes les vérifications de la configuration requises ont donné satisfaction. Ça veut dire c'est OK. Vous validez là. Et ici, vous avez des warnings. Ces warnings ne sont pas un problème, c'est une information. Alors ici, vous devez installer maintenant le Active Directory. Et vous allez voir ici le processus d'installation maintenant va débuter. Et une fois que vous allez finir ce processus, vous aurez que le contrôleur de domaine sera maintenant opérationnel. Et à ce moment-là, vous pouvez intégrer un ordinateur dans ce domaine-là. Et nous verrons comment est-ce qu'on peut le faire tout juste après que l'installation va finir. Et là, c'est en train d'installer. Encore une fois, le temps que prendra l'installation dépend. Voilà, ça finit. Ça va redémarrer l'ordinateur. Alors là, je vais cliquer sur fermer. Alors l'ordinateur va redémarrer après un temps. Donc vous avez ici des tâches qui sont en attente. Voilà, ça redémarre. Et pendant ce temps, je vais démarrer notre machine virtuelle ici, Windows 7. Parce que c'est celle qu'on va utiliser. Vous voyez, nous avons notre init state ici que nous pouvons utiliser en cas de retour des paramètres initiaux. Alors là, vous verrez qu'il y aura un changement lorsque le serveur va finir son démarrage. Vous allez voir que le serveur
va vous demander, va vous afficher le nom du domaine. Et ça sera une particularité. Alors, les processus ici, ça prend un certain temps. Donc, ça vous nécessite juste d'être patient, tout simplement. Et ici, vous avez notre ordinateur Windows 7 qui a fini de démarrer. C'est celui qu'on utilisera pour intégrer dans le domaine. Alors ici, nous allons attendre que le processus puisse terminer. Et pendant ce temps, vous pouvez boire une tasse de café, une tasse de thé, suivant votre préférence. Ça ne dérange pas. Et là, nous allons tout simplement attendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin d'utiliser un domaine ou un contrôleur de domaine? Plus tard, nous verrons que le contrôleur de domaine ici va nous servir à la création des utilisateurs. Et quel est l'objectif là? En fait, vous centralisez la gestion de votre entreprise, vous centralisez la gestion de vos utilisateurs. Vous avez la facilité de contrôler ce qui se passe dans les réseaux. Vous avez la facilité de contrôler qui s'est connecté, à quelle heure, qui fait quoi, qui a accès à quoi. Vous savez restreindre un utilisateur, vous savez bloquer un utilisateur, vous savez contrôler les trafics réseau. C'est très important, pourquoi? Parce que ça protège d'une part votre réseau et d'autre part, ça crée un espace privé pour l'entreprise. Parce qu'au fait, un domaine est un espace de travail de l'entreprise. Et dans cet espace de travail, ne peut accéder aux fichiers de l'entreprise que celui qui est autorisé par l'administrateur. Et c'est comme ça que vous allez voir, lorsque vous avez par exemple un domaine, l'utilisateur peut utiliser n'importe quel ordinateur de l'entreprise. Il va accéder à tous ses fichiers, il va accéder à tout son travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'ordinateur de l'utilisateur ne sera plus un ordinateur local, mais ça devient un ordinateur du domaine. C'est la raison pour laquelle, quand une personne vole un ordinateur, il n'a pas volé les données de l'entreprise. Il a tout simplement volé une interface qui permet d'accéder aux données de l'entreprise. C'est par exemple les cas pour les banques. Vous allez voir par exemple quelqu'un, un guichetier, il peut être sur le guichet 1, il peut se déplacer, il va sur le guichet 2, il peut changer. Bien sûr, pour une réglementation, ton guichet, tu restes là, mais il peut se déplacer, ça ne crée pas de problème. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'entreprise, quel que soit l'ordinateur que la personne va utiliser, cet ordinateur lui permet d'accéder directement aux données de l'entreprise. Et c'est très important, mais néanmoins, vous devez tenir compte du fait que même si un domaine est sécurisé, quand vous entrez en profondeur, il arrive que vous avez besoin de faire communiquer plusieurs domaines. Ça peut être pour une même entreprise ou ça peut être pour une entreprise assez grande qui a beaucoup de succursales, une multinationale, etc. Et à ce moment-là, vous avez besoin de connaissances un peu plus avancées pour essayer de créer des schémas pour qu'un domaine communique avec un autre domaine, etc. etc. Tout ça, c'est possible. En fait, nous n'allons pas vraiment faire des paramétrages très avancés du service DNS. Ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'utilisation du service Active Directory et la gestion des utilisateurs. Alors, je vais interrompre le temps que ça résonne un peu pour ne pas perdre le temps. Voilà, ça vient de finir le processus. Alors là, je dois me reconnecter.
Jusque là, on ne voit pas encore un changement. Je fais CTRL ALT DELETE. Voilà maintenant les changements. Regardez ici, si vous regardez ici vers la gauche, vous avez Learning Tech / administrateur. Vous avez autre utilisateur. Cet utilisateur administrateur est maintenant dans le domaine qui s'appelle Learning Tech. C'était Learning Tech.cd, mais ça c'est le nom NetBIOS. Alors ici, je vais mettre quel mot de passe? C'est toujours le mot de passe du serveur. C'était password, comme vous voyez là-bas. Et là, je vais entrer dans mon serveur. Mais qu'est-ce qui va changer? Le serveur n'est plus un serveur local, tout simplement, mais c'est devenu un serveur de domaine. Et il tient quel domaine? Le domaine learningtech.cd. Et vous allez voir là-bas, lorsque les gestionnaires de serveurs va ouvrir, vous allez voir que le nom de domaine va changer. Et ainsi, vous aurez ce qu'on appelle les Fully Qualified Domain Name. C'est le nom complet de l'ordinateur avec le nom de domaine va aussi changer. Et les Fully Qualified Domain Name inclut le nom de l'ordinateur et le nom de domaine. Alors là, nous attendons que ça finisse de charger. Je pense là, ça a fini. Si vous regardez vers la gauche ici, vous avez ADDS qui s'est ajouté et DNS qui s'est ajouté. Si j'ai cliqué sur serveur local, vous allez voir ici, vous avez le serveur local qui est là, serveur 1. Puis vous avez le nom de domaine learningtech.cd. Alors ça c'est bon, c'est ce qu'on voulait faire. Et à ce niveau ici, notre serveur a fini. Nous allons jeter un œil sur l'adressage IP. Vous allez voir ici, je peux faire juste ça. Centre réseau et partage, raccourci. Je viens ici sur Internet et détail. Regardez, vous avez que l'adresse IP est restée le même, mais le DNS a été changé. Et si vous venez ici dans propriété, IPv4, vous allez voir que le DNS a automatiquement changé pour mettre l'adresse de la boucle locale. Au fait, à quoi sert l'adresse de la boucle locale? L'adresse de la boucle locale permet de vérifier que votre ordinateur a une adresse, a une carte réseau qui est fonctionnelle. Et ici, par exemple, on peut voir dans CMD, ici, la ville de commande. Si vous faites un ping de cette adresse-là, ping 127.0.0.1, vous allez voir que c'est une adresse qui passe toujours, c'est l'adresse de la boucle locale. Et pourquoi est-ce que maintenant, ici, ça a mis l'adresse de la boucle locale? Pour dire tout simplement, le DNS par défaut de ce réseau devient l'adresse IP du serveur. Donc, c'est ce serveur qui fait les DNS par défaut dans ce réseau. Alors, je vais annuler. Je n'ai rien à changer ici. Je vais venir dans mon client Windows 7. Je vais tester la même chose que nous avons fait précédemment. Si je regardais d'abord l'adresse IP, pour que je puisse accéder au DNS de mon serveur, qu'est-ce que je dois avoir? Je ne dois plus avoir comme DNS ces adresses DNS ici, mais il faudra que le DNS de cet ordinateur soit l'adresse IP de mon serveur. C'est 192.168.2.5. Et là, je peux laisser tel quel, il n'y a pas de problème. Et je valide. À ce moment-là, j'aurai la possibilité de tester si le DNS est opérationnel.
Alors ici, qu'est-ce que moi je vais premièrement faire? Je dois d'abord tester la connectivité réseau. Est-ce qu'il y a connectivité réseau entre les deux ordinateurs? Oh là là, désolé. Ici, je vais d'abord vérifier mon serveur s'il est opérationnel. Je fais un ping 192.168.2.5. C'est ça mon serveur. Vous voyez, le serveur il est opérationnel. Je peux faire un ping continu. Mais la même chose doit se passer dans le sens inverse. Je reviens dans le serveur. Le serveur doit être en mesure de faire un ping vers mon ordinateur là. Pour éviter d'agrandir trop, je peux juste changer un peu. Je peux essayer d'agrandir un peu la police. Je peux mettre là à 28. Et puis je vais faire ici un ping. Mais le ping, ça sera le ping de la machine cliente. Pourquoi? La machine cliente va se connecter au serveur. Ping 192.168.2.10. Vous voyez, il y a connectivité entre les deux machines. C'est un bon signe. Alors, comme il y a connectivité, cela signifie que je peux venir maintenant intégrer mon Windows 7 dans le domaine. Mais vous savez qu'il y a une commande qui est très utilisée pour tester un domaine. C'est la commande nslookup. Si vous faites nslookup, c'était learningtech.cd. Oh là là, j'ai mal écrit. Learning, ici c'est A, learningtech.cd. Vous allez voir qu'il y a quand même une résolution directe et vous pouvez tester la résolution inverse, c'est 192.168.2.5. Vous voyez que ça ne fonctionne pas complètement. Bon, c'est pas un problème. Nous d'abord on va intégrer notre machine dans le domaine. Le plus important est qu'il peut pinguer notre serveur. Alors, comment est-ce que je vais faire pour intégrer la machine dans le domaine? Vous pouvez prendre les chemins les plus courts, mais les chemins les plus longs, c'est toujours les chemins vers les panneaux de configuration. Alors, je peux réduire ici. Je réouvre une autre instance du panneau de configuration. Et là, où est-ce que je vais venir? Je viens sur Système et Sécurité. Ensuite, je viens sur Système. Et après ici, voilà le nom de mon ordinateur Windows 7, le client. Et je vais venir sur Modifier les paramètres. Et vous aurez cette petite fenêtre ici, dans laquelle, vous vous souvenez, on avait activé les bureaux à distance. Cette interface est presque semblable pour beaucoup de versions. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 à peu près aussi. Et même Windows 11, il y a des choses qui sont vraiment similaires. Vous pouvez utiliser identifier les réseaux ou vous pouvez venir ici sur sur modifier. Alors vous allez constater que dans un premier temps, il n'y a pas encore d'utilisateur dans notre serveur. Si vraiment vous voulez bien intégrer une machine dans le domaine, ce n'est pas conseillé d'intégrer une machine en utilisant l'utilisateur administrateur. Et c'est comme ça que, avant d'intégrer une machine dans le domaine, vous devez avoir au moins un utilisateur. Et c'est comme ça que nous allons venir dans notre serveur. Nous allons créer deux utilisateurs. Comment est-ce qu'on les fait? Vous allez venir ici sur Outils. Et ici, vous allez chercher Outils, ordinateur et utilisateur, Windows Server. Où est-ce qu'il est? Bon, ici, il faut être un peu attentif. Regardez. Ici, nous avons que le système, il est en français.
mais il peut aussi arriver que vous avez un système qui est en anglais. Il n'y a pas de problème. Voilà. Vous avez utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors, si vous venez ici, ça va vous ouvrir une interface où vous avez la possibilité de manager vos utilisateurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dérouler ici le serveur, le nom du domaine. Vous avez plusieurs objets des Active Directory. Ce qui m'intéresse, c'est vous avez d'abord les computers. Vous allez voir ici, il n'y a aucun computer ici. Donc, on a intégré aucune machine dans le domaine. Et ici, vous allez voir, il y a domaine controller. Vous avez ici user. Ça ne déroule rien. Mais quand vous cliquez là, vous allez voir, il y a beaucoup d'utilisateurs. Et les utilisateurs que vous voyez ici, ces utilisateurs, nous ne les avons pas créés. Mais ce sont des utilisateurs qui sont venus par défaut avec le système. Vous avez chaque fois, on vous met l'utilisateur, on vous donne sa description et ainsi de suite. Et regardez, vous avez beaucoup d'utilisateurs qui sont réservés. Vous avez des administrateurs clés d'entreprise, etc., admin du domaine, etc., etc. Ça, c'est un cours vraiment trop long pour vraiment passer en revue tous les types d'utilisateurs qui sont ici. Alors nous allons faire une chose. Nous allons créer d'abord deux groupes d'utilisateurs parce que lorsque vous gérez des utilisateurs, c'est mieux de gérer des utilisateurs en les intégrant dans les groupes. Pourquoi? Parce que vous pouvez appliquer des politiques du groupe et ces politiques du groupe vont s'appliquer sur tous les utilisateurs. Et lorsque vous voulez appliquer des politiques de groupe, vous devez avoir des groupes qui sont déjà créés. Alors nous, on va créer deux groupes d'utilisateurs. Je vais faire juste un clic droit. Je viens sur nouveau. Je vais venir sur groupe. Et là, le groupe que je vais créer, je vais lui donner le nom de students, d'abord teacher. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça au pluriel, il n'y a pas de problème. Teachers. Alors, regardez ici en bas, vous dites quoi? Quelle sera l'étendue du groupe? Est-ce que ça sera des groupes globaux ou bien ça sera des groupes du domaine local? Normalement, nous voulons que ces utilisateurs soient des utilisateurs du domaine, donc ça sera des groupes du domaine. Vous aurez teachers, voilà, il a été ajouté. Vous avez groupe de sécurité domaine local. Alors, je vais créer le second nouveau groupe students avec S. Alors, je ne sais pas si j'ai laissé global, qu'est-ce que ça va faire? Je vais juste essayer, je vais voir. Et voilà, vous voyez que c'est différent. C'est un groupe, groupe de sécurité. Il est global. Mais moi, je ne veux pas que ça soit un groupe global. Je veux que ça soit un groupe du domaine. Donc ça, je peux le supprimer. Voilà, je fais quoi? Je fais juste un clic droit sur le groupe. Et puis, je vais venir sur supprimer. Voilà, je le supprime. Je refais la même chose. Clic droit. New. Groupe. Et ici, je vais l'appeler students. Et ici, je mets domaine, portée domaine local. Je valide. Voilà, je viens de créer deux groupes. Alors, le groupe ne suffit pas, il faut créer des utilisateurs. Comment est-ce qu'on procède pour créer des utilisateurs? Vous pouvez faire un clic droit sur le groupe. Vous faites ajouter à un groupe. Bon, là, c'est pour ajouter un utilisateur existant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'utilisateur à part. Donc, on fait un clic droit. Vous venez sur nouveau. Et puis, vous cherchez utilisateur. Et l'utilisateur ici, vous pouvez mettre le nom, le prénom, et ainsi de suite.
Alors, pour faire simple, je ne vais pas compliquer les choses, mais si vous voulez, vous pouvez créer des utilisateurs qui ont quand même un sens. Je peux créer l'utilisateur, je mets le nom Sifa Maliming. Maliming. Oh pardon, ça ce sont les initiales. Le prénom c'est Sifa, le nom c'est Maliming. Et puis les initiales, je peux dire SF, SM par exemple, pour Sifa Maliming. Et vous voyez ici, ça vous crée le nom complet de l'utilisateur. Et ici, vous devez mettre le nom d'ouverture de session. Ici, ça sera Sifa. Et regardez ici, ça sera @learningtech.cd. Pourquoi? C'est le domaine. Alors, je valide. Vous devez spécifier les mots de passe pour vraiment faire simple. Parce que sous Windows Server, vous avez des règles qui interdisent d'utiliser des mots de passe faciles. Il faut au moins des mots de passe de 8 caractères. Alors pour faire simple, je vais mettre le même mot de passe que le mot de passe du serveur, juste pour faciliter lors de la saisie. Je vais mettre passwords. Et là, je mets passwords. Alors ici, on vous dit que l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est très conseillé. Pourquoi? Vous pouvez avoir dans l'entreprise un mot de passe générique que l'admin lui-même gère, et à chaque fois qu'un utilisateur a été créé, on lui donne ce mot de passe générique pour que lorsqu'il va se connecter pour la première fois, qu'il puisse changer le mot de passe. Et comme ça, si tu t'es connecté et que tu remarques qu'on te demande pas de changer le mot de passe, c'est que une personne a utilisé ton compte à ta place. Parce que si je connais le mot de passe, que je connais ton nom de login, je peux l'utiliser pour réinitialiser le mot de passe, changer le mot de passe, et puis quand toi tu vas venir, le mot de passe ne va pas passer. Alors à ce moment-là, c'est l'administrateur qui gère tout et qui sait quand est-ce qu'il doit réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur. Alors nous, on va laisser comme ça, on va décocher ça, et on va dire que l'utilisateur ne va pas changer le mot de passe. On va dire que le mot de passe ne va pas expirer. Pourquoi? Parce que généralement, le mot de passe expire après un délai et l'utilisateur doit chercher un nouveau mot de passe auprès de l'administrateur. Alors, ça ne vaut pas la peine de créer un utilisateur que vous allez désactiver tout juste après. Donc, on ne va pas cocher ça. On fait suivant et terminé. Alors, l'utilisateur est créé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter cet utilisateur à un groupe. Alors on peut dire que Sifa Maliming est une student. Comment je fais? On peut glisser. Oh, le glisser ne marche pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez cliquer, clic droit et venir sur propriété. Et là vous pouvez ajouter des informations supplémentaires. Vous pouvez décrire l'utilisateur, le bureau, etc., etc. Pour les profils, ça on y reviendra un peu plus tard. Ce qui m'intéresse ici, c'est le groupe. Vous avez ici, quelque part, vous aurez le groupe. Il faut bien regarder le compte. Le groupe de l'utilisateur. Vous avez ici membre de. Si c'est en anglais, vous aurez member of. Ici, il sera membre de quel groupe? Par défaut, il est le membre du groupe Users. C'est le groupe qui contient tous les utilisateurs de votre système. Alors, je vais ajouter ici. Je vais venir chercher le nom du groupe. Le groupe, ça s'appelle Students avec S. Je peux vérifier ici le nom. Voilà, il est valide. Et puis, je valide et je dis appliquer et OK. Ainsi, cet utilisateur appartient maintenant au groupe Students. Je vais créer un second utilisateur. Clic droit, nouveau, utilisateur. Et ici, je vais par exemple dire Patrick Ali. Qu'est-ce que je peux mettre? Patrick Ali, par exemple.
et puis je mets PA comme initial. Ici, je vais dire Patrick et je valide. Le mot de passe, je vais faire pareil. Si vous regardez, nom d'ouverture de session antérieure à Windows 2000. C'est un petit détail. Je vais mettre passwords. Et là, passwords. Je fais pareil. Suivant et suivant. Alors, je fais de même. Clic droit, propriété. Vous avez ici, member of. Je vais faire ajouter. Je vais mettre ici, teacher. Patrick est un teacher. Teacher. Oh, j'ai fait une petite erreur. Je vais corriger d'abord le nom du groupe. Non, c'était pourtant bon. Je vais juste faire ici Patrick. Clic droit, propriété. Il sera member of, ajouter. J'ai dit ici teachers. Voilà. Teachers. Alors, vérifier, ça existe. On valide et on applique et OK. Alors, une fois que vous avez déjà créé vos utilisateurs, à ce moment-là, on peut maintenant aller connecter notre machine dans le domaine. Mais avant cela, si vous regardez ici dans Computer, il n'y a aucun computer ici. Parce qu'une fois que vous allez intégrer dans le domaine, le computer va apparaître là. Alors, nous venons ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Vous avez déjà vu comment on arrive là. Je vais cliquer sur membre d'un domaine. Le domaine s'appelle Learning. Un problème avec le clavier. Je vais mettre le clavier en anglais. Ok. Vous avez ici Learning Tech. Learning. Oh, le clavier a encore changé. Je mets en anglais. Learning Tech. Un CD. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez cliquer sur OK. Et ici, on vous demande de valider les paramètres de l'utilisateur administrateur. C'est administrateur. Et je vais ici mettre le mot de passe du serveur administrateur. C'est en anglais password. Je vais valider. Là, c'est le mot de passe de l'administrateur du serveur et non le mot de passe de l'administrateur du domaine. Alors, regardez, vous avez le message bienvenue dans le domaine learningtech.cd. Vous validez et je valide. Avant de redémarrer, regardez, si vous regardez à ce niveau, l'utilisateur qui était local s'appelait user. Mais comme on a connecté la machine dans le domaine, l'utilisateur qu'on connectera, c'est son identité qui viendra ici. Que ce soit Sifa ou Patrick. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer l'ordinateur. Vous voyez, vous cliquez ici sur redémarrer maintenant. Et une fois que l'ordinateur va redémarrer, vous allez constater la même particularité que nous avions vu lorsqu'on avait redémarré notre serveur après l'installation du domaine. Vous allez voir que ça prend d'abord un temps pour charger les paramètres. Et puis, vous allez voir que ici, on vous demande d'appuyer sur CTRL, ALT et DELETE. C'est pareil, vous venez ici sur le menu Entrée où vous utilisez la touche CTRL
de droite et delete. Et regardez ici, on vous dit que c'est user pc/user. Non, non, c'est pas l'utilisateur en question. Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Vous allez venir cliquer sur changer d'utilisateur. Et là, vous allez dire autre. Maintenant, quel sera le nom de l'utilisateur? Vous prenez Sifa ou Patrick. On va prendre par exemple Sifa. C'est le nom d'utilisateur. Le mot de passe, c'était passwords. Et vous validez. Apparemment, j'ai mal écrit l'une ou l'autre information. Je vais voir ici. Passe. Oh, voilà. Problème de clavier. Vous avez passwords. Et là, on peut valider. Et vous allez voir que on est en train de préparer les bureaux de l'utilisateur pour la première utilisation. Et vous allez constater que c'est vraiment pratique parce que pour le moment, je viens de connecter Sifa. Mais je peux déconnecter la session de Sifa et je vais ouvrir la session de Patrick. Si je venais ici, je viens regarder ici, vous allez voir que qui est l'utilisateur actuel, c'est Sifa Maliming. Et là, vous avez ses initiales, SM Maliming. Alors, ici, vous allez voir que je peux aussi arrêter l'ordinateur. Mais regardez, j'arrête l'ordinateur. L'ordinateur s'est éteint. Je vais redémarrer démarrer de nouveau l'ordinateur. Et à ce moment-là, au lieu de connecter Sifa, je vais connecter un nouvel utilisateur. Mais pour bien vous montrer, je vais laisser Sifa, je vais reconnecter Sifa de nouveau. Et je vais fermer sa session. Et après avoir fermé sa session, je vais connecter la session de Patrick. Alors voilà, ici on vous demande de valider pour la connexion. Je vais connecter Sifa, c'est passwords. Voilà. Et là, je veux venir ici. Au lieu d'éteindre la machine, je peux venir là. Et je vais cliquer là pour dire fermer la session. Ou je peux venir changer d'utilisateur. À ce moment-là, la session va rester active. Alors, c'est toujours mieux de fermer la session quand vous avez fini de travailler. Et puis, le prochain utilisateur qui viendra va devoir ouvrir une nouvelle session. Alors, là, vous avez ça. Je vais me connecter. Je vais changer d'utilisateur. Je viens sur Autre. Et en venant sur Autre, je vais mettre Patrick. Nom de clavier, Patrick. Et son mot de passe, c'était aussi passwords. La magie du domaine, vous allez voir que sur le même ordinateur, si facile connecté, le même ordinateur, sans changer quoi que ce soit, vous allez voir, c'est Patrick qui sera connecté. Et suivant les accès que vous allez donner à chaque groupe d'utilisateurs, vous aurez que certains utilisateurs feront certaines choses que d'autres ne feront pas. Voilà, vous avez ici Patrick. Et là, vous avez bien intégré vos utilisateurs dans le domaine. À ce moment-là, je peux venir, j'éteins le client et je peux aussi éteindre le serveur. Mais vous devez retenir une chose, une machine qui a été intégrée dans le domaine, si vous ne la sortez pas du domaine, cette machine-là ne peut pas être utilisée sans que le contrôleur du domaine ne soit connecté. Alors, c'est une remarque très importante parce que si vous avez la machine d'un client, ici je devais voir les computers, voilà, vous avez déjà les computers ici, même s'il n'est pas allumé, je suis en train de l'allumer, mais il est déjà là. Vous pouvez voir les détails de l'utilisateur. Je vais essayer un peu d'agrandir.
Vous avez déjà ce computer-là qui s'est ajouté. Vous pouvez voir les détails de ce computer, propriété. Vous allez voir, ça c'est le nom DNS, la station. On vous donne même les détails sur les systèmes d'exploitation, etc., etc. Vous pouvez explorer tous ces différents onglets. Et ici, nous allons sortir notre client ici du domaine. Et pour que vous puissiez voir comment est-ce que cela peut se faire. Pourquoi? Parce que si vous ne les sortez pas du domaine et que le serveur, le contrôleur de domaine n'est plus disponible, cet utilisateur ne pourra plus utiliser son ordinateur. Pourquoi? Parce que sa session est chargée via les serveurs. Surtout si vous avez un domaine, vous avez un profil distant qui est stocké dans les serveurs. Alors regardez, vous pouvez faire les schémas courts. Vous faites un clic droit sur ordinateur, vous venez sur propriété. Et là, vous venez sur, vous voyez, ça c'était les fully qualified domain name. Là, vous cliquez sur modifier les paramètres. Voilà. Vous n'êtes pas l'administrateur. Sachez-le très bien, pour faire toute manipulation qui implique des paramètres élevés, vous devez le faire avec l'administrateur. Et c'est ici que l'administrateur viendra, il va mettre ces paramètres, administrateur, c'est le nom d'utilisateur, il met son mot de passe. Ici par exemple, on sait que c'est passwords, mais dans un vrai serveur, on ne connaît pas le mot de passe de l'administrateur. Ce n'est que lui seul qui les connaît. Alors, ici je viens sur modifier. Voilà, je vais changer à la place de learningtech.cd, je vais remettre le groupe work. Alors, workgroup est le groupe par défaut quand vous utilisez Windows. Et là, on va me dire, après avoir quitté le domaine, vous devez connaître le mot de passe de votre compte administrateur local. On sait que notre utilisateur, c'était user, tout simplement. Et le mot de passe, il n'y en avait pas. Alors, je vais valider là. Et comme d'habitude, on va me demander de redémarrer l'ordinateur. Voilà, je suis revenu dans les groupes par défaut. Et il faut que je redémarre l'ordinateur pour que tous ces paramètres prennent effet. Et une fois que je vais finir de redémarrer l'ordinateur, vous aurez que mon client ne sera plus dans un domaine. Et là, vous devez voir, vous voyez, ici directement, il a ouvert la session et vous avez l'utilisateur user qui est connecté ici. Voilà, là, on peut éteindre l'ordinateur. Pourquoi? Parce que là, il ne dépend plus du domaine et là, il est devenu indépendant. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez configurer Active Directory et utiliser les profils et utiliser des utilisateurs qui vont se connecter à votre serveur. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. La dernière étape ici, ça sera tout simplement éteindre les serveurs. Merci et à la prochaine vidéo.